19h30, l'heure de suivre les actualités sur la chaîne citoyenne Electron TV. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre édition, le journal après cette pause. Ouvrons la première page de cette édition par la politique. Les sénateurs sont en vacances. À l'occasion de cette première vacances sénatoriale, la présidente du groupe MPS au Sénat encourage ses collègues à imprimer la marque du président de la République, le maréchal Mohamed Idriss Déby Itno, pour sa volonté. Les propos de la présidente du groupe MPS au Sénat, Achta Saleh Daman, sont recueillis par Ndjekosum Evariste. Le passage de quelques ministres dans cette salle du Sénat pour défendre le projet de loi nous ont permis de comprendre que des efforts considérables sont réalisés par le gouvernement en parfaite symbiose avec le programme de société du président de la République, lesquels efforts méritent donc notre appréciation et notre total soutien. Ce qui m'amène à dire que nous allons certes partir en vacances, Monsieur le Président, mais je doute fort que ce soit des vacances de tout repos, car les défis qui nous attendent sont énormes et nous interpellent tous. Aussi, j'invite Mesdames et Messieurs les sénateurs à retourner dans leurs provinces respectives auprès de leurs concitoyens et des collectivités autonomes afin qu'ils s'appellent des réalités du terrain et d'apporter des réponses aux préoccupations soulevées. De même, les crises et les conflits tout autour de nos frontières doivent nous conjurer sur la nécessité de préserver la paix et la sécurité, car nous sommes conscients de ce que vaut la paix et la quiétude. Mesdames et Messieurs les sénateurs, restons donc soudés pour faire triompher les idéaux de notre politique et participer à l'émergence de nos collectivités autonomes. Honorable Président, chers collègues sénateurs, encore une fois, je vous souhaite d'excellentes vacances, car vous méritez bien ces vacances. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le collectif des avocats de la défense de Dr Assiyongar Masra Succès, président du parti Les Transformateurs, arrêté il y a bientôt 3 mois, a fait un point de presse. C'était ce matin au QG du dit parti, situé à Bénin, dans le 7e arrondissement de la ville de N'Djamena. Ce point de presse a pour but de dénoncer la décision du juge d'instruction du 3e cabinet de N'Djamena, rendu à la clôture de l'information judiciaire ouverte contre leurs clients. Il affirme que cette procédure n'est pas fondée sur des charges concrètes ni sur des principes de devoir, de droit, j'allais dire. Voici à ce sujet un extrait de la déclaration lue ici par l'un des avocats, Kadzi Lembaye Francis, au micro de Rome Limsingar Garmadine. Cette décision n'est aucunement basée sur des charges concrètes et des principes de droit, mais plutôt porteuse des germes politiques, corroborant ainsi l'assertion de l'instrumentalisation de la justice excipée dès l'entame de sa communication autour du dossier. En effet, en date du 15 juillet 2025, le juge du 3e cabinet d'instruction a pris une ordonnance de transmission du dossier et des pièces devant le procureur général aux fins de réquisition pour son renvoi éventuel devant une juridiction de jugement, après réexamen en seconde mouture par la chambre d'accusation, clôturant ainsi l'information judiciaire ouverte depuis le 21 mai 2025. Le collectif relève à la connaissance de l'opinion de façon non exhaustive quelques incongruités procédurales ayant émaillé le processus de l'instruction. Une des incongruités juridiques de cette décision du juge du 3e cabinet d'instruction de N'Djamena tient en ce qu'aucun élément nouveau, aucune preuve nouvelle n'ont été décelées suite à l'information judiciaire, ce qui n'a pas pourtant empêché le renvoi du dossier au parquet général comme ci-dessus expliqué. Aussi, importe-t-il de préciser qu'aucune allusion n'a été faite ni à la personne de notre client Dr Assiyongar Masra Succès, ni à l'audio incriminé,
par les autres inculpés déportés de Mandakao dans leurs dépositions respectives lors de leur audition. Enfin, une autre incongruité à relever, c'est de mentionner que contrairement aux allégations du procureur de la République, dès l'entame de la poursuite contre notre client, selon lesquelles l'enquête menée par la police judiciaire aurait révélé son implication dans les massacres survenus à Mandakao le 14 mai 2025. Or, cette déclaration n'est que mensongère et guidée par le seul souci de soutenir artificiellement les raisons politiques ayant commandé l'arrestation de Dr Assiongar Masra Succé. Entre-temps, l'ambassade de Chine au Tchad a abrité hier une double commémoration solennelle à l'occasion du 98e anniversaire de la fondation de l'Armée populaire de libération de Chine et le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise. Couplée à la Seconde Guerre mondiale antifasciste, cette cérémonie a été marquée par des allocutions diplomatiques et renforcement du lien sino-tchadien. Koinito Jack Jeannette nous fait vivre cette commémoration. C'est dans une atmosphère empreinte de solennité et d'amitié diplomatique que l'ambassade de Chine au Tchad a rassemblé plusieurs invités ce 16 juillet pour célébrer un double jalon historique de la République populaire de Chine. La soirée a débuté par l'allocution du colonel Jiang Ling, attaché de défense auprès de l'ambassade, qui a salué les efforts constants de l'armée populaire de libération dans le maintien de la paix, la souveraineté nationale et la stabilité régionale. Il a également souligné l'importance du partenariat militaire et stratégique entre Pékin et N'Djamena, évoquant une coopération grandissante dans les domaines de la sécurité, de la formation et de l'assistance technique. Depuis sa création en 1927, elle a apporté de la contribution de poids à l'indépendance nationale, à la libération du peuple et à la construction du pays. Elle a fourni un soutien fort pour sauvegarder la souveraineté, la sécurité et les intérêts de développement du pays, tout en apportant de la contribution importante à la paix et à la sécurité dans le monde. Entrant dans la nouvelle ère, l'APEAD poursuit fidèlement la pensée Xi Jinping sur le renforcement de l'armée, applique profondément la stratégie militaire à l'ère nouvelle et persévère dans la voie de l'édification d'une armée aux caractéristiques chinoises, avec l'objectif de construire une armée de classe mondiale. L'APEAD remplit activement ses devoirs et responsabilités internationales. Elle participe aux opérations de maintien de la paix, aux escortes navales, aux actions humanitaires et aux missions de secours d'urgence. Elle lutte efficacement contre le terrorisme, les menaces liées à la cybersécurité et les catastrophes naturelles, contribuant ainsi à relever les défis mondiaux et à construire une communauté d'avenir partagé pour l'humanité. Dans son discours, l'ambassadeur de Chine au Tchad, Wang Xingning, a rappelé avec émotion les sacrifices du peuple chinois lors de la guerre de résistance contre l'agression japonaise, tout en mettant en lumière le rôle décisif de la Chine dans la victoire antifasciste mondiale. Cette année marque le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Le 3 septembre prochain, la Chine organisera à Beijing une grande cérémonie commémorative au cours de laquelle le président Xi Jinping prononcera un discours important et passera en revue les troupes. Ce soir, permettez-moi de partager avec vous la réflexion de cette grande victoire. Une mémoire collective que la Chine souhaite préserver tout en promouvant une paix durable, fondée sur le dialogue, le respect mutuel et la coopération internationale. Merci Koinito Jack Jeannette pour ce reportage toujours en politique, mais cette fois-ci, rendons-nous en province pour dire que le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental, Dago Yacoub, a installé officiellement ce 16 juillet 2025 Wakolo Adomo dans ses fonctions de préfet du département de Ngourkosso à Benoît. Il succéda à Isaka Sumi Sugudumi qui a dirigé le département pendant plus de 3 ans et 3 mois. Plus de précisions avec notre correspondant Baïgolmom Ali Emmanuel.
Dans son discours bilan, le préfet sortant a souligné la nécessité de trouver des solutions durables face à la recrudescence des conflits entre agriculteurs et éleveurs et a exprimé ses préoccupations concernant l'influence de certains acteurs politiques dans cette crise. Il y a une parfaite cohabitation pacifique entre les communautés d'agriculteurs et éleveurs. Mais cette population est lésée, induite et erreur par l'homme politique qui les pose à l'exprimer des problèmes et lorsque le conflit est déclenché, il abandonne des côtés, devant les situations. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a rappelé au préfet entrant qu'il est le garant de la sécurité des personnes et de leurs biens dans le département. Il a encouragé celui-ci à administrer dans le respect des lois et la justice. Et en votre qualité de représentant du chef de l'État et du gouvernement, vous êtes dépositaire des pouvoirs de la République. Vous devez veiller à l'exécution des lois et des règlements. Il vous appartient de coordonner les activités de services publics et parapublics implantés dans votre circonscription, puis de rendre compte de leur fonctionnement à la hiérarchie. Vous exercerez en outre le pouvoir hiérarchique sur les sous-préfets et veiller à la bonne gestion des affaires coutumières. Personnellement, monsieur le préfet, vous altérez à la préparation et à l'exécution du plan de développement départemental et à la préservation en tout moment, en tout lieu, en toutes circonstances, de la sécurité de la population et de ses biens. Le nouveau préfet a promis s'investir pour consolider la paix, la sécurité et la cohésion sociale dans le département. Notre prise de fonction intervient à un moment crucial où les attentes de nos populations sont grandes. Soyez assurés que mon action sera guidée par les principes de proximité, d'équité, de transparence, de reddition des comptes et d'asseoir l'autorité de l'État. Je m'engage à être un préfet à l'écoute, disponible et résolument tourné vers l'amélioration des conditions de vie de chaque citoyen du département de Ngor-Kosso. Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Logone occidental a dit compter sur le sens de la responsabilité et du civique engagement de la population aux côtés du nouveau préfet pour aider à bâtir un avenir meilleur dans le département de Ngor-Kosso. Autre volet de l'actualité, les rideaux sont définitivement tombés hier après-midi sur la tenue de la 47e session des comités consultatifs interafricains du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui s'est déroulé du 7 au 16 juillet 2025 ici même à N'Djamena. C'est le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de la formation professionnelle, Dr Tom Erdimi, représentant le Premier ministre chef du gouvernement qui a mis fin à ses assises. Benadi Nicolas, reportage. Placé sous le signe de la consolidation des acquis, de la redynamisation, de la réforme et de la rénovation à l'heure de la Ve République, ce congrès extraordinaire permet à la CACIDO d'observer une halte, de jeter un regard dans le rétroviseur et de faire en toute objectivité une analyse sur la longue marche. Ceci afin de fixer le cap sur la base des attentes de la population et des perspectives nouvelles, car les principes fondamentaux que se donne cette organisation tournent autour de la lutte pour la restauration de l'état de droit, de la démocratie, de la promotion de la défense des droits de l'homme et le respect des libertés fondamentales au Tchad. Je voudrais vous faire part qu'avec les victimes de cette tragédie, la CACIDO s'est portée partie civile devant la Cour pénale internationale dans l'affaire Yekatom Ngaïsona. Ainsi donc, après des séries de missions à La Haye et à N'Djamena de nos avocats commis par la Cour pénale internationale, toutes les victimes et réfugiés centrafricains et retournés tchadiens de la guerre en RCA, que des dernières informations qui nous parviennent, que nous venons de recevoir du collectif des avocats des victimes et du greffier de la Cour pénale internationale, eh bien, les juges de la CPI se prononceront
la semaine prochaine, le 24 juillet 2025 à 14h. La CACIDO se positionne comme l'une des organisations de la société civile ayant contribué activement au processus électoral permettant un retour à l'ordre constitutionnel. Cependant, elle interpelle le gouvernement à faire preuve de plus de vigilance dans la gestion des ressources. La CACIDO, tout en encourageant l'AILC dans son travail remarquable, mais difficile de lutte contre la corruption, propose et demande au maréchal président de la République, chef de l'État, d'accélérer la création de la Cour de répression des enrichissements illicites, CREI, comme recommandé par le dialogue national inclusif et souverain, mais resté jusque-là dans les placards. Il convient de relever que la CACIDO est présente dans les 23 régions que compte le Tchad. Les provinces du Ouaddaï et du Logone occidental se sont démarquées des autres par leur participation et leur implication dans la résolution des conflits intercommunautaires. Mesdames et messieurs, vous avez rectifié de vous-même. C'était plutôt l'élément sur le congrès extraordinaire de la CACIDO. À présent, je vous invite à suivre l'élément sur... La 47e session des comités consultatifs interafricains du CAMES s'est achevée avec succès, marquant une étape significative dans la dynamique de consolidation de l'espace africain de l'enseignement supérieur et de la recherche. Durant cette journée de travail intense, les experts, évaluateurs et acteurs académiques venus de l'ensemble des pays membres ont fait preuve d'un engagement remarquable et d'un professionnalisme sans faille. Cette session a été l'occasion de renforcer les principes d'excellence, d'éthique et de rigueur qui fondent le système d'évaluation du CAMES. Les échanges ont permis non seulement d'apprécier la qualité des candidatures, mais aussi d'actualiser les pratiques et les référentiels dans un souci constant d'harmonisation et d'amélioration continue. Sur 2075 candidats, 1832 sont officiellement inscrits sur la liste des aptitudes du CAMES dans les différents grades académiques, maître assistant, maître des conférences, chargé de recherche, directeur de recherche et professeur titulaire. Pour le Tchad, sur 121 candidats, 97 sont inscrits aux différents grades du CAMES. Le secrétaire général du CAMES, professeur Souleymane Konaté, dans son discours, salue la qualité de l'organisation, l'accueil chaleureux du pays hôte et la mobilisation exemplaire de l'ensemble des participants. Cette session témoigne de la volonté collective de bâtir un avenir académique africain solide, crédible et porteur d'espoir pour les générations futures. Au Tchad, sur les terres de notre ancêtre commun Toumaï, près de 250 membres de nos instances d'évaluation se sont retrouvés 2 semaines durant pour évaluer plus de 2000 candidatures aux inscriptions sur les listes d'aptitude du CAMES. Et cela dans des conditions d'accueil et d'organisation dignes de la légendaire tradition d'hospitalité de N'Djamena. Nous avons bien travaillé et nous nous sommes bien reposés à N'Djamena, comme l'indique l'étymologie du nom issu de l'arabe N'Djamena, c'est-à-dire où nous sommes reposés. Le CAMES réaffirme son rôle central dans la valorisation des compétences africaines et dans la construction d'une communauté scientifique forte, solidaire et tournée vers l'innovation. L'ENA est donné pour suivre les réformes, encourager l'excellence et faire rayonner le savoir africain au niveau mondial. À noter que 24 personnalités qui contribuent au rayonnement de l'enseignement supérieur de l'espace CAMES ont été décorées comme chevaliers de l'Ordre international des palmes académiques, officiers de l'Ordre et commandeurs de l'Ordre du CAMES, parmi lesquels 8 Tchadiens ont vu la participation des 19 pays africains. À l'issue de cette 47e session, quelques récipiendaires qui ont été décorés comme chevaliers de l'Ordre international des palmes académiques, officiers et de l'Ordre et commandeurs de l'Ordre du CAMES livrent leurs impressions au micro de Mbaïnadji Nicolas. Avant que le rideau ne tombe sur ces assises de haut niveau, je voudrais renouveler ma sincère et profonde gratitude à l'endroit de tous ceux qui, à un niveau ou à un autre, ont efficacement contribué à la tenue de cette rencontre. Nous vous remercions très sincèrement pour l'honneur fait à la République du Tchad, au chef de l'État et du gouvernement et à tout le peuple tchadien. Vous ne repartirez jamais dans vos pays respectifs comme vous êtes arrivés, car nos souvenirs, nos pensées et nos prières
vous accompagne. Tout en félicitant toute l'équipe du CAMES pour son engagement en faveur de la qualité et de la transparence, du mérite et de l'objectivité, de l'éthique et de la déontologie, je me réjouis de l'esprit de débat interactif qui a prévalu, du climat de confiance mutuelle qui a régné et de l'état de lucidité intellectuelle qui a éclairé les échanges durant les travaux du CCI et du CCG. Toutes mes félicitations aux collègues inscrits sur les différentes listes et mes encouragements les plus sincères à ceux qui n'ont pas pu franchir la barre. La 47e session du CCI n'est qu'une partie remise. Je m'engage à transmettre vos mots de remerciement et de félicitations de la manière la plus fidèle et dans le plus petit détail, à la très haute attention de son Excellence, le maréchal Mahamat Idriss Déby, président de la République du Tchad, chef de l'État, pour l'organisation de la 47e session du CAMES. Je souhaite à vous tous, nos chers hôtes de marque, un excellent retour dans vos pays respectifs. Sur cette note de pleine satisfaction, je déclare clos les travaux de la 47e session du Comité consultatif interafricain du Conseil africain malgache pour l'enseignement supérieur et je vous remercie de votre attention. Ce jeudi 17 juillet 2025, la police nationale a présenté à la presse un groupe de 18 présumés malfrats impliqués dans divers actes criminels. C'était dans l'enceinte du commissariat numéro 1 de Gardelais que ces individus ont été présentés en présence du procureur de la République dans le 9e arrondissement, sinon le 9e substitut Zadadine Adoum. Oumana Filbert était là pour le reportage. Ils sont 18 présumés auteurs d'une série d'infractions graves réparties en plusieurs groupes distincts mais tout aussi redoutables par leur mode opératoire. Le premier groupe ciblait principalement les habitations et commerces opérant de nuit avec une précision inquiétante. Le deuxième s'est spécialisé dans la falsification des documents administratifs et publics. L'un des suspects allait jusqu'à se faire passer pour un officier de police, usurpant ainsi une identité pour mieux tromper ses victimes. Ce même groupe était impliqué dans la fabrication des faux billets en francs CFA comme en dollars américains. Un troisième groupe plus rusé crée volontairement des pannes sur des véhicules afin d'appréhender leurs victimes en arrachant leurs engins. Enfin, un quatrième groupe s'adonnait au vol d'objets de toute nature, téléphones portables, ordinateurs et autres biens de valeur. Parmi les individus arrêtés figurent des jeunes hommes suspects d'avoir administré à leurs complices des substances chimiques censées les rendre insensibles à la peur, les poussant à agir avec une témérité déconcertante. Face à cette situation alarmante, le porte-parole de la police nationale, le contrôleur général Paul Manga, a rappelé avec fermeté l'engagement des forces de sécurité intérieure à traquer sans relâche toute forme de criminalité. Association de malfaiteurs, vol et RSL, faux en écriture publique, que les gens appellent communément faux et usage de faux, et d'autres pour des cas de braquage. Nous remercions nos collaborateurs pour le service, pour le travail abattu. Et les exhortons, n'est-ce pas, de faire davantage pour que les derniers malfrats qui écument notre société soient arrêtés. Et là, comme je l'ai dit, la traque continue. Et vous devrez faire plus que ce qui a été fait aujourd'hui. Et à la population, c'est de continuer à nous aider en nous fournissant les renseignements, les informations sur ces malfrats qui pullulent ça et là. De son côté, le procureur de la République, 9e substitut Zadadine Adoum, a tenu à rassurer l'opinion publique sur la suite judiciaire qui sera donnée à cette affaire. Il a affirmé que ces individus répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes dans le respect strict des procédures en vigueur.
J'appelle les citoyens à chaque fois à dénoncer, à alerter la police pour que des gens comme ça soient arrêtés. Nous allons aussi à notre tour, une fois l'enquête est terminée, la police va les déférer au niveau du parquet. En tant que procureur de la République, nous allons aussi examiner cas par cas les PV et les présenter devant un juge. Et c'est au juge maintenant de se prononcer sur leur sort, soit de les condamner, ceux qui sont reconnus coupables, et de relaxer ceux qui sont innocents. À cette opération, la police nationale réaffirme sa détermination à combattre toutes les formes de délinquance et à garantir la sécurité des citoyens tout en remerciant la population de sa collaboration. Dans la commune du 9e arrondissement, rendons-nous à Pala, chef-lieu du Mayo-Kébi-Ouest, qui est une ville frontalière stratégique à l'extrême sud-ouest du Tchad. Malgré sa position géographique, cette ville reste en marge du développement national. Routes en latérite, abîmées, écoles aux murs crévassés, salles de classe sans mobilier, centres de santé rudimentaires. Une équipe d'Electron Group Média séjourne dans cette ville. Mistangar Victor plante le décor. Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, regorge d'énormes potentialités de développement socio-économique, mais aussi de défis. Les routes sont impraticables en saison de pluie. Les écoles manquent de nécessaire pour leur bon fonctionnement et les structures sanitaires peinent à répondre aux besoins des habitants. La population cosmopolite de cette ville souffre dans sa chair dans le silence le plus total. Rejoindre les structures sanitaires de base relève d'un parcours du combattant faute d'infrastructures routières. Aux côtés de ces obstacles se dresse aussi la question d'insécurité qui plane sur les habitants. L'enlèvement contre rançon constitue une entrave de taille à l'épanouissement et au développement local. Et pourtant, la région ne manque pas d'atouts. Elle est dotée d'un potentiel inexploité, une terre fertile, de ressources halieutiques abondantes et une jeunesse prête qui n'attendent que des opportunités et des moyens conséquents pour se mettre à l'œuvre. Face aux difficultés, des initiatives locales tentent d'apporter des solutions. Mais sans appui de l'État et ses partenaires, ces efforts restent limités. Malgré ce tableau sombre, Pala est prête à se relever. Il manque d'une volonté politique ferme et des investissements pour transformer son potentiel en réalité de développement durable. Durant cette mission d'un bref délai soit-il, nous donnerons la parole aux autorités administratives et locales de la localité, les acteurs de développement, les jeunes, coopératives et associations de la société civile afin de leur permettre de décliner leurs attentes pour le devenir de la ville de Pala. Merci Mistangar Victor. Dans la même localité, depuis plus de 20 ans, le Mayo-Kébi-Ouest vit au rythme d'un fléau silencieux et ravageur. Les enlèvements contre rançon, ce phénomène criminel ancré dans la région, a sémé la peur, rumé des familles et freiné tout élan de développement socio-économique. Grâce à des stratégies gouvernementales ciblées, l'espoir renaît peu à peu dans cette zone frontalière. Reportage Népidimbaï Diana. Dans cette partie du sud-ouest tchadien, les enlèvements contre rançon ne sont pas un phénomène isolé. Depuis le début des années 2000, plus de 1500 cas ont été recensés par des organisations locales de défense des droits humains. D'abord, circonscrite au Mayo-Kébi-Ouest, cette criminalité s'est peu à peu propagée jusqu'à la zone dite des trois frontières entre le Tchad, le Cameroun et la République centrafricaine, devenue tristement célèbre sous le nom de Triangle de la mort. Les ravisseurs, souvent identifiés comme des bandes armées venues des territoires voisins, agissent avec une audace profitant des failles sécuritaires et de la porosité des frontières. Mais, selon Abdelmanan Mahamad Katab, délégué général du gouvernement auprès de la province du Mayo-Kébi-Ouest, l'État a décidé de ne plus rester spectateur. Nous avons changé de paradigme et de stratégie. Je travaillais en synergie avec les forces de défense et sécurité, et surtout le comité de vigilance. C'est-à-dire tout est administratif, je l'ai laissé à mon égide. Et tout est sécurité, je l'ai pris tout le temps sur le terrain. Et Dieu merci, depuis le mois d'avril, nous avons libéré les 4 derniers otages. Depuis lors, nous sommes à 0 otage. Et je pense que nous allons continuer dans cet élan.
Le gouvernement tchadien, conscient de la dimension transfrontalière du problème, plaide pour une coopération sécuritaire renforcée avec le Cameroun, avec en ligne la mise en place d'une force mixte bilatérale. Ce partenariat stratégique vise à éradiquer les poches de résistance et couper les relais logistiques des criminels. Ce que nous déplorons toujours, c'est le droit de poursuite vers Lamé, où il y a quand même 4 ou 5 kilomètres du Cameroun. Donc les malfrats viennent enlever et ils entrent au Cameroun et nous n'avons pas le droit de les poursuivre. Et c'est ça qui est dommage. Et nous avons écrit jusqu'à là, on n'a pas de suite et nous continuons encore à plaider. Et nous allons aussi plaider ça lors de ce séminaire. Cependant, les autorités reconnaissent les limites de l'action actuelle dans la complicité interne et l'absence de mécanismes de surveillance efficaces dans certaines zones rurales continuent d'alimenter cette criminalité. La lutte contre les enlèvements au Mayo-Kébi-Ouest est désormais une priorité nationale, mais au-delà des discours, seule une réponse cohérente, durable et coordonnée entre États voisins, conjuguée d'une volonté politique inébranlable et à l'assainissement des administrations locales, permettra d'extirper ce fléau qui gangrène la. Par manque des infrastructures routières, Pala, chef-lieu de la province du Mayo-Kébi-Ouest, est isolé des autres villes. Après plusieurs années des attentes sans suite, les citoyens ne savent plus à quel sein se vouer. Ils expriment leur ras-le-bol au micro de Mistangar Victor et Népidimba Diana. Il n'y a pas de route. Pendant la saison, on souffre beaucoup. Ça dit, même les marchandises qui viennent même là, le prix là même, ça s'augmente. Mais si on a la route là, c'est ça le développement. Ça nous fait notre fierté. Nous, on attendait ces routes là des années. On souffre beaucoup sur le problème de ces routes là. Vraiment, il faut que si le gouvernement est soucié de l'autre, de près de sa population, il faut qu'il arrange la route là. Un pays pétrolier comme ça, depuis 2003. Et la route axe ici, l'autre là, Kélo seulement 100 km seulement là, on est incapable de faire. Ça, c'est une honte même. Au gouvernement, c'est nous faire la route, l'axe Kélo, les restes surtout. C'est ça mon souhait. Parce qu'à cette saison-là, il n'y aura pas de voyage. Les véhicules ne peuvent pas passer. Surtout Kélo Pala, c'est autre chose. Depuis même moi, quand j'écoutais l'axe Goudron Pala, les relais, là, j'étais encore enfant. Jusqu'à maintenant, je suis déjà grand. Et on n'a pas vu encore. On attend depuis de cette route. Ça va se faire quand on ne connaît pas. Donc nous, on attend. Ceux qui veulent voir même ces boutimages-là, ils n'arrivent pas à voir. Un de nos parents meurt, un. On ne voit pas cette route-là, goudron. Ça va se faire quand on ne connaît pas. Pala là, peut-être, je ne sais pas, le gouvernement pense que Pala, ce n'est pas le ville de Tchad, je ne sais pas. Il a oublié ça toujours. Vous marchez, vous voyez, c'est comme c'est le village. Ça ne ressemble pas à une ville. N'est-ce pas, vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va faire même? On a beaucoup parlé, mais personne ne nous répond. Donc, on est resté comme ça, comme on est oublié au Tchad. Si le président sait que Pala est une ville du Tchad, il n'a qu'à penser à nous bitumer et à mettre ce qui nous manque. La ville de Pala, on a besoin de développement, surtout particulièrement les ressortissants du Mayo-Kébi ne font pas un effort pour la ville de Pala. Nous espérons que les maires parmi eux s'engagent et faire surtout l'état de la route. Ça n'existe pas carrément, ça ne tient pas. Il faut que le gouvernement voit avec nous. Nous voulons que cette route-là puisse se construire parce que le développement, ça passe, n'est-ce pas, toujours par la route. Sans la route, il n'y aura pas aussi, n'est-ce pas, le développement. Donc, nous plaidons auprès du gouvernement et auprès des autorités locales pour qu'ils puissent fournir un peu, n'est-ce pas, des efforts pour que cette route, n'est-ce pas, puisse se construire pour faciliter aussi, n'est-ce pas, la circulation et aussi le développement. Chers téléspectateurs internautes de la chaîne citoyenne auditeurs de la radio IFM, c'est ici que s'achève cette édition d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.